Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme, émission préenregistrée le 22 juin 2019, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 23 juin de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour, ici au micro Philippe Delorme pour ce libre journal de Lumière de l'Espérance du dimanche sur Radio Courtoisie. Je suis encore très heureux une nouvelle fois de vous accueillir, de vous rencontrer pour cette émission qui, comme d'habitude, a été préenregistrée, donc vous ne pourrez pas intervenir directement pendant l'émission. Par contre, vous pouvez toujours m'écrire ici à la radio 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou m'envoyer un courriel en passant par mon site personnel, donc philippedelorme.com. Toujours appuyé contre les couveuses, le directeur leur servit une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord bien entendu de son introduction chirurgicale, il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement, passa à des considérations sur la température, la salinité et la viscosité optimale, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité, et menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai. Comment on le faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie, comment les ovules qu'elles contenaient étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans un récipient poreux, comment ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement, à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il, et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau, comment s'il restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois et si nécessaire une troisième, comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses. Alors, je viens de lire un extrait, certains l'auront reconnu, du fameux livre prophétique d'Aldous Huxley, écrit en 1932, Le meilleur des mondes, où l'écrivain de science-fiction américain voyait ce qu'il imaginait être la réalité en tout cas une uchronie ou une dystopie une utopie ou une dystopie plutôt dans 6 siècles à peu près, et enfin il plaçait ça 6 siècles dans l'avenir. Or, on y est déjà. Toutes ces techniques pratiquement sont aujourd'hui au point ou sur le point d'être utilisées ou déjà utilisées. Huxley utilisait d'ailleurs un terme qui est assez fort, je trouve, qui parlait de la
la tyrannie providence de l'utopie. Hein, et donc là, on est en plein dans cette problématique, et c'est ce dont j'aimerais parler, qu'on parle aujourd'hui, donc de toutes ces techniques nouvelles ou relativement nouvelles qui bouleversent en quelque sorte la notion de filiation, de paternité, de maternité, d'engendrement, et surtout définir clairement de quoi on parle exactement, parce qu'on entend parler souvent de PMA. Il y a un projet de loi qui sera actuellement en discussion pour permettre aux lesbiennes de profiter de cette technique de PMA, procréation médicalement assistée. On parle aussi de GPA, gestation pour autrui, de transhumanisme. Alors, ce que j'aimerais, c'est que aujourd'hui, avec mes invités, on définisse de manière très claire de quoi on parle, quelles sont les réalités derrière ces mots, parce que je pense qu'un des drames de cette question, c'est que justement on reste dans un flou sémantique assez large, hein, et on ne sait pas exactement ce qui est caché derrière ces pratiques qui sont d'ailleurs multiformes, et donc on va essayer d'abord d'éclaircir tout cela avant d'essayer de jeter un regard moral, alors disons moral, éthique et surtout psychologique sur les conséquences de ces actions, sur les conséquences en particulier sur les enfants, sur les produits, si l'on peut dire, pour utiliser un terme marchand, sur les produits de ces expériences et de ces pratiques. Alors pour parler de cela, j'ai deux invités que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui. Donc Marie-Hélène Verdier, qui est agrégée de lettres classiques, qui a été professeure à Louis-le-Grand, un des grands lycées parisiens, et qui est à la fois poète, auteur, chroniqueuse pour des magazines soit en ligne, soit papier comme Figaro, Le Point, Causeur, Boulevard Voltaire, etc. Elle a écrit plusieurs livres sur la langue française et sur les problèmes que cette langue rencontre aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je l'invite pour son dernier livre qui s'appelle La fabrique d'orphelins, qui est un essai donc publié aux éditions Pierre Tecky. Le deuxième invité est Dominique Folscheid, qui est professeur émérite de philosophie morale et politique, qui a enseigné à différents endroits, mais dernièrement à Paris-Est, Marne-la-Vallée, et qui est actuellement encore co-directeur du département de recherche éthique biomédicale au Collège des Bernardins, donc de réflexion éthique, morale sur toutes ces questions de manipulation et de développement, je dirais, de ces techniques. Il travaille aussi depuis longtemps en partenariat avec le centre de formation du personnel de l'assistance publique hôpitaux de Paris à La Salpêtrière, donc pour, je dirais, discuter et réfléchir avec le personnel hospitalier de toutes ces questions, et c'est sans doute très nécessaire. Alors, un de ses derniers livres, c'était Le transhumanisme, c'est quoi, aux éditions du Cerf, et puis le dernier avec un titre un peu plus sexy, mais en même temps qui pose question quand on l'entend seulement, parce que c'est Made in Labo, alors comme Made in France ou Made in China, hein, ça veut dire que on va voir se pencher sur toutes ces fabrications, je dirais, humaines ou transhumaines, fait donc in vitro, comme on dit, comme on disait depuis longtemps, en tube, en éprouvette, et donc voilà, toutes ces questions et toutes les questions morales et psychologiques et éthiques que cela peut soulever. Alors on a un observateur aussi dans le studio qui interviendra aussi, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, qui est Tristan de Carnet, qui est le directeur des éditions Tecky depuis 1 an maintenant à peu près. Je vous avais invité pour qu'on parle de cette vénérable institution qui reprend du poil de la bête sous votre férule. Voilà, donc vous êtes l'éditeur de Marie-Hélène Verdier, d'un tas d'autres livres, enfin on pourra en parler, et puis on parlera pour un petit peu détendre l'atmosphère, parce que là c'est des sujets quand même un peu lourds et un peu intellectuels. On téléphonera à un de vos auteurs, François Dubreuil, qui parlera de son roman La Couronne, qui est un roman historique ou plutôt uchronique autour de la couronne d'épines du Christ. Donc on l'appellera au téléphone tout à l'heure. Alors,
Reprenons, alors moi je suis historien, donc j'aime bien la chronologie, j'aime bien replacer les choses dans une dimension temporelle et dans une perspective, ce qui permet souvent de mieux les comprendre, parce que là il y a une dynamique en fait, dans ces techniques, une dynamique, on dirait presque un projet plus ou moins explicite, mais enfin qui va de la PMA vers des choses de plus en plus étonnantes et bourrifantes et inquiétantes jusqu'au transhumanisme. Donc la PMA, procréation médicalement assistée, ça a 40 ans cette histoire. La première, au début, c'était permettre à des couples stériles, des couples qui eux-mêmes avaient des gamètes fonctionnels, mais qui n'arrivaient pas en quelque sorte à obtenir une fécondation naturelle, d'utiliser une méthode médicale pour pallier cette insuffisance ou cette impossibilité. Peut-être François Folchette, Dominique Folchette, vous pourriez nous expliquer un petit peu les prémices de cette technique, donc qui au départ finalement peut sembler assez licite, puisque c'est les spermatozoïdes et l'ovule des parents, enfin des gens qui sont des gens en question, si on peut dire, qui sont utilisés. Oui, bonjour à tous. Alors, le problème, c'est qu'il y a une façade historique effectivement bien identifiable, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que cette affaire d'AMP-PMA, enfin on élucidera la chose, est en même temps à lire avec l'histoire géopolitique du monde. Parce que il y a une coïncidence, et non pas simplement une corrélation, dans le fait qu'il y a eu l'Union soviétique qui a réalisé un projet d'homme nouveau, et ce que la technique de son côté, comme Huxley l'a très bien compris en écrivant ce roman fantastique avant la Seconde Guerre mondiale, donc, et avant de connaître tout ce que la biologie allait pouvoir faire ensuite, il y a quelque chose ici qu'il va falloir élucider, parce que autrement, on ne comprend pas comment on a pu en arriver là et se retrouver comme ça, comme des ballots, devant des choses qui nous apparaissent sorties d'on ne sait où. Alors, est-ce que c'est sorti de la besace de la médecine? Est-ce que c'est sorti d'autre part? Je pense que c'est d'autre part et que la médecine s'est embarquée là-dedans, avec tout son petit matériel, c'est-à-dire tous les moyens dont elle dispose aujourd'hui. Mais en réalité, si on part du principe qu'il y a une datation à faire pour éclaircir les idées, c'est clair, c'est 1978. Donc 1978, Louise Braun, premier bébé éprouvette. Mais avec les gamètes de ses parents. Normalement avec les gamètes de ses parents, mais l'histoire réelle est un peu plus compliquée que ça. Donc déjà, dès le début, c'est un peu ambigu. Par-dessous, c'est disons le premier bébé réussi après une centaine d'échecs. Et avec déjà un conflit éthique, puisque l'instance britannique chargée de distribuer des crédits en fonction du caractère éthique de l'expérimentation reprochait à Robert Edwards de ne pas d'abord avoir fait des essais sur les guenons. Il est passé de la souris à la femme, ce qui nous rappelle des choses, des souris et des hommes, enfin bon. Et donc, il n'a pas eu les crédits, mais une fondation américaine, la fondation Ford, a payé. Or, la fondation de Ford n'est pas innocente dans ces affaires-là, puisque ça fait très longtemps qu'elle a soutenu des projets eugénistes, depuis la fin du 19e siècle, et bien sûr, avec Henry Ford soi-même, qui de surcroît, pour compléter le tout, était un antisémite violent. Alors, donc, si je comprends bien, si on se replace sur la très longue durée, on est finalement dans l'idée de la création d'un homme nouveau, qu'on trouve déjà à la Révolution, d'une certaine manière. Alors qu'on trouve bien avant, qu'on trouve peut-être à la Renaissance. Qu'on trouve dans les mythes grecs. Déjà dans les mythes grecs. Qu'on trouve au XVIIe siècle, enfin à la fin de la Renaissance, chez Francis Bacon, dans un roman fantastique, une utopie qui s'appelle La Nouvelle Atlantide, dans laquelle il explique déjà tout. Qu'on retrouve ensuite chez quantité de littérateurs, dont, à mon avis, celui qui est allé le plus loin est tout simplement Goethe, dans Faust, la création du premier bébé éprouvette, c'est Homunculus, qui sort de sa fiole lors d'un débat extraordinaire. Le golem aussi, dans la Bible. Alors le golem, c'est un petit peu différent, parce que c'est Dieu qui donne le souffle. Oui, mais et donc on transgresse quelque chose quand même. On se contente de façonner un corps de glaive, c'est-à-dire qu'on refait la création d'Adam, en fait. Tandis que avec Goethe, Dieu n'y est plus, c'est le diable.
Hein, dans un premier temps, au 18e, 19e siècle, l'idée c'était de créer un homme nouveau par l'éducation ou par la destruction. C'est-à-dire, on coupait les têtes de ceux qui dépassaient sous la Révolution. Ensuite, sous la Révolution russe, c'était les bourgeois. Sous le nazisme, c'était les juifs. Voilà, on est passé de la lutte des races à la lutte des classes à la lutte des races, si on peut dire. Donc, il y avait toujours l'idée d'éliminer ce qui ne convenait pas dans l'humanité d'une manière ou d'une autre, manière d'abord sociale, si l'on peut dire, et ensuite maintenant médicale, enfin en tout cas scientifique, technique. L'idée d'élimination, elle a plusieurs sens. Il y a l'élimination des adversaires ou des ennemis, bien sûr, et puis il y a l'eugénisme éliminateur ou éliminatoire qui remonte à Sparte, enfin qui remonte à l'Antiquité, et qu'on retrouve partout jusqu'au 19e siècle et qu'on retrouve encore aujourd'hui sous des formes améliorées. Mais chez les Russes d'ailleurs, enfin chez les Soviétiques, il y avait cette idée, je me souviens de ce scientifique dans les années 20 qui faisait des transfusions de sang en imaginant qu'on allait pouvoir régénérer la race humaine par des transfusions. Alors là, il y a une période, sous Staline, avant qu'un médecin le certifie épileptique et en tout cas gravement taré, il y a eu une période dans laquelle on était biologisant. Puisqu'il y a un Russe qui a même tenté de faire des expériences de ce qu'on appelle aujourd'hui le chimpanzé-homme, avec des orang-outans et des femmes. En Guinée. Mais on ne sait pas comment ça s'est terminé, puisqu'il n'y a pas eu d'issue. Il a juste marié un zèbre avec un mulet ou quelque chose de ce genre. Enfin, le zébron est quelque chose qui a pu exister comme chimère. Mais effectivement, si on regarde dans la durée, il y a 2 grands projets de transformation de l'humanité par, disons, l'amélioration de soi, ça peut être la sagesse, par la révolution socio-économique, ça a été en gros le marxisme-léninisme, et puis l'autre grande version, c'est par la technique. Et donc, Huxley, dont vous avez très justement rappelé un passage important, a aussi écrit un second livre qui s'appelle « Retour au meilleur des mondes », dans lequel il dit, c'est pas forcément la première version qui va marcher, c'est-à-dire le biologisme, qui, comme il dit, permet de réajuster les humains à leur position sociale. Parce qu'il dit, le malheur des temps vient du fait que les gens ne sont jamais vraiment à leur place. Ils ont toujours des désirs qui dépassent leur position et inversement. Et donc, il faut arrêter, dit-il, de mettre des chevilles rondes dans des trous carrés. Il faut qu'il y ait des chevilles rondes dans des trous ronds. Adapter les désirs aux besoins. La situation des gens, c'est-à-dire créer des sous-hommes pour les sous-besognes, créer des alpha plus pour les personnes supérieures, c'est-à-dire l'ENA en fait chez nous. Et donc, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle « Retour au meilleur des mondes » dans lequel il met en doute sa première version. Il dit non, c'est la publicité et l'instituteur qui vont modifier les gens beaucoup plus que la biologie. Donc vous voyez, on revient cette tension, à une technique plus classique, si on peut dire. Plus classique. Le Pelletier de Saint-Fargeau expliquant le discours sur l'éducation nationale où il faut placer les enfants dans le moule dès l'âge de 6 ans. Enfin, il y a le terme le moule. C'est ça, c'est la propagande. Voilà. Ça a été utilisé par le nazisme, ça a été utilisé par tous les régimes totalitaires du XXe siècle. Donc, et c'est là attendez juste un instant pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que si on regarde les dates, si on met les dates les unes en face des autres, 1989, chute du mur de Berlin, la menace soviétique s'efface, on n'est plus obsédé par le conflit possible avec la Russie, et en 78, c'était déjà l'apparition de la deuxième version. Pour transformer les humains, c'est pas la révolution soviétique qui compte, ce qui compte, vous voyez, c'est la technique. Et les espérances de l'humanité pour un homme nouveau, qui s'appellera aujourd'hui transhumanisme, va basculer au point de vue de la géopolitique. Avant, l'espoir était à l'est, du côté de la Russie. Maintenant, l'espoir est à l'ouest, du côté de la Californie. Bien qu'aujourd'hui, la Chine récupère les deux. Je crois que vous citez Fukuyama, je crois qu'il dit la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire, on va débarquer sur ça. Exactement, puisque s'efface, je compare ça à la bourse. Vous placez votre désir en bourse, vous le placez dans le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme se révèle être une utopie et un échec finalement dramatique, qui a coûté la vie à des tas de gens, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes frustré, vous remballez votre désir et vous le replacez dans une autre bourse, dans une autre valeur qui apparaît montante et qui de fait était montante, qui est la technique. Alors Marie-Hélène Verdier, vous êtes une littéraire au départ. Comment vous êtes
penché sur cette... c'est parce que vous êtes poète aussi, tous. Donc, comment vous êtes penché sur cette question, et est-ce que vous pensez aussi que cette première PMA, même si elle était pétrie de bonnes intentions de 1978, est une coupure, parce que vous parlez, professeur Folchette, d'une vraie coupure dans l'histoire du monde. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment aussi une coupure? Déjà, la PMA, le fait d'intervenir de manière technique, je dirais, dans une procréation, enfin, même si ce sont les gamètes, et on a vu que ça ne l'était peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, des parents officiels. Alors, le propos de M. Folchette est vraiment passionnant, il faut lire son livre. Mon propos à moi est très modeste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas efficace. Moi, je suis partie et, dans un état d'effarement quand il y a eu le mariage pour tous, non, le Pacs. Et j'ai vu immédiatement dans le Pacs que c'était le mariage. Pourquoi demander le mariage uniquement pour avoir des enfants? Et pour répondre immédiatement à votre question, ce que je pense de la PMA, je vais répondre à partir de mon expérience. Si on m'avait imposé 2 femmes, dont l'une serait ma mère et l'autre non, et si on m'avait imposé de ne pas connaître mon père, il est évident qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus tard, j'aurais fait tout pour reconnaître mon père. Ça, c'est évident. Alors, voyez, c'est une réponse extrêmement concrète. Ce que j'en pense, je le dis avec fermeté, je suis toujours dans le même état de sidération, que ça puisse être le politique qui maintenant va voir, avec toutes pas les bonnes intentions, les mauvaises intentions du monde, qui va voir si on va faire un orphelinat d'État. Voilà, je réponds très simplement parce que, là. Hein. Au sein de la PMA, est-ce qu'on a des statistiques pour savoir quelle est la proportion d'enfants nés des gamètes de leurs parents officiels, je dirais? Ou est-ce que c'est toujours du don de sperme? Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à force, comme j'écris dans les journaux en ligne de Boulevard Voltaire et puis de Causeur, donc je signale d'ailleurs deux articles qui viennent de paraître et qui sont extrêmement lus, ça me frappe. J'ai été amenée par des tas de questions, et encore hier, une amie qui m'a dit, qui semble débarquer, mais qui me dit: Marie-Hélène, mais qu'est-ce que c'est que cette PMA? Et quand j'étais au salon de lecture, j'ai posé la question sans agressivité aucune à ceux qui achetaient le livre, puisqu'il y en a eu quelques-uns: est-ce que vous savez au nom de quelle égalité, monsieur ou madame, on fait cette PMA? Et bon, ou bien quelqu'un croyait que je voulais piéger, ce qui n'était pas du tout mon cas, ou d'autres ont dit, bah, au bout d'un temps, donner n'importe quelle réponse. Ah oui, le politique est toujours pourri, c'est l'argent, je dis c'est sûr, tout ça, mais pourquoi? Et c'est là où je crois qu'il y a quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au nom de quoi on peut porter cette loi, parce qu'on peut être pour ou contre le président de la République. Le président de la République ne porte pas... la loi actuelle, ça serait de permettre à une femme donc célibataire ou mariée à une autre femme de se faire inséminer donc par le sperme d'un inconnu, probablement d'un inconnu. Donc, comme c'est le cas déjà pour des couples hétérosexuels, hein, où l'homme est stérile, par exemple, on utilise le sperme d'un inconnu, et donc du coup l'enfant a un père. Alors, donc il y a un père menteur. Voilà. Sauf dans les cas qui sont sans doute assez rares, où on utilise le sperme du père lui-même. Voilà. Si vous voulez, je peux vous donner des chiffres. Ça, c'est important de savoir ça. Les chiffres, c'est l'enfumage. Oui. Donc parce qu'on vous dit, comme pour le mariage pour tous, on vous dit c'est une infime minorité qui est concernée, donc dormez tranquille, braves gens, ça ne vous arrivera pas. Alors certes, j'ai fait l'objection à un brave homme qui fait de la PMA. J'ai dit, et l'Amérique alors, où c'est en train d'exploser? Il m'a dit, mais nous ne sommes pas des Américains, et en France au moins il y a des lois. Bon, on y reviendra parce que le problème des lois est important. Sur 175 000 naissances en gros en France, par an, il y en a à peu près 20 000 qui ont recours à une assistance médicale, qu'on appelle légalement AMP. Plus de 10%, oui. Mais il faut quand même savoir, parce qu'au bout d'un moment, ça fait boule de neige, il y a quand même au moins 50 000 enfants qui sont déjà nés par ces techniques en France aujourd'hui. Alors ce qui est rassurant, c'est que la quasi-totalité des gens préfèrent les techniques dans lesquelles il n'y a pas de don. C'est au sein du couple. Voilà, c'est au sein du couple, que ça soit par
insémination artificielle intraconjugale, ou que ce soit par ICSI, c'est-à-dire une technique où on passe quand même par la FIV. Ça, c'est le point faible. La fécondation est faite in vitro, mais avec les spermatides de l'homme, éventuellement immatures, ce qui fait qu'il ne pourrait pas donner lieu à une naissance par voie coïtale, à une fécondation par voie coïtale. À l'intérieur de ce pourcentage, qui est mineur par rapport aux naissances en général, il y a en gros, mais c'est très difficile à évaluer, je vais vous dire pourquoi, 3% qui ont recours à des dons, ce qui représente quelques centaines de naissances par an, par don de sperme. C'est important de le dire. Ah oui, c'est important. On imagine quand même, mais c'est trop, hein, c'est trop, parce que ces centaines d'enfants, ils vont avoir des problèmes psychologiques. Et puis ça ouvre à autre chose. Alors, c'est pourquoi, à mon avis, l'AMP pour toutes, c'est l'avant-garde de l'AMP pour tout le monde. Non, pour tous. Donc, effectivement, ce qui est y compris les hétérosexuels. Hein. Obligatoire ? Alors, ça ne sera pas forcément obligatoire, sauf si l'État se met à faire, comme d'autres États l'ont fait dans le passé, de l'hygiénisme à tout crin, et il est bien embarqué puisqu'on nous interdit de boire, de manger, enfin, etc. Hein. Donc avec des tris d'embryons. Avec des tris d'embryons, tout ça. Même des modifications, mais ça on reverra sur les modifications. Et puis il y a le désir des gens. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on aura des choix, comme c'est le cas déjà en Amérique, au Danemark. Il faut avoir un enfant aux yeux bleus, aux cheveux. Donc le petit nombre est vraiment, si j'ose dire, l'arbre qui cache la forêt. Donc finalement, ce qui est intéressant de souligner, parce que tout ça, ça reste très, comme je le disais, très très flou. Donc aujourd'hui, la PMA, c'est dans l'énorme majorité des couples hétérosexuels qui ont des problèmes pour obtenir on appelle ça AMP. Moi, j'ai été très frappée. Et non, j'avais envoyé une petite brochure au président du Sénat en lui parlant de PMA et il m'a distingué. Il distinguait tout le temps AMP de la PMA pour dire on fait la loi porte sur une extension de ce qu'il appelle l'AMP. Pour devenir une PMA. Moi, j'ai été très frappée parce que les autres répondaient par PMA, lui disait AMP. C'est-à-dire que la loi pourrait se faire à partir du moment où, comme il y a un certain nombre de femmes hétérosexuelles qui ont un donneur anonyme, au nom de quoi? Au nom de l'égalité entre femmes, au nom de quoi priverait-on des femmes lesbiennes de recevoir un don anonyme? Et moi, c'est ce créneau qui m'intéresse. La scission importante, c'est quand même entre, effectivement, une technique permettant à un couple légitime, je dirais... mais c'est donc un père menteur. Non, mais là, en l'occurrence, non. Le problème, c'est le tiers. Voilà. Le problème, c'est l'intervention du tiers. C'est parce que ça fait intervenir effectivement un mensonge, un non-dit, et tous les problèmes psychologiques et moraux qui peuvent en découler. Mais pas seulement ça. L'inceste. Pas seulement ça, mon cher. On peut avoir deux mères déjà. Les enfants nés avec 3 parents. On en parlera peut-être après parce que les manipulations, là, c'est vrai qu'on va arriver à des choses. Donc dès que vous sortez, en tout cas c'est clair, il y a 2 types de procréation médicalement assistée. Et ça c'est très important parce qu'il y en a une qui a la limite. Il y a un palliatif, c'est un palliatif. Qui pourrait être considéré comme licite, en tout cas, on aide. Pas avec tiers d'honneur. Non, justement, celle qui est sans tiers d'honneur où on aide simplement un couple à procréer. Mais c'est un palliatif, c'est pas un soin, puisque on est aussi stérile qu'auparavant. Oui, même si on obtient un enfant. Il n'y a pas de guérison. C'est une stérilité, je dirais, fonctionnelle. Et puis peut-être ponctuelle, puisque la femme ne serait pas forcément infertile avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et c'est ça, moi je trouve qu'il faudrait qu'on soit très, très, sans doute parce que je trouve qu'on est au pied du mur maintenant. Est-il normal, est-il licite, est-il moral, est-il bien de permettre à des femmes d'avoir un enfant avec tiers d'honneur d'un sperme anonyme? Non, alors là, c'est justement là où on passe dans autre chose. Et de même qu'on a un père menteur dans le couple hétéro, on aurait un donneur. Et d'ailleurs, la loi va être obligée, j'espère qu'elle ne passera pas. Mais là, justement, on passe, donc, cette technique qui était très minoritaire, puisque vous me dites, Monsieur Folchette, que finalement, que 3% seulement des inséminations utilisaient un donneur. Donc c'est là, très minoritaire. On va faire exploser, puisque nécessairement une lesbienne, elle aura besoin d'un donneur. Je voulais dire... Quoique, on verra tout à l'heure qu'il y a des techniques qui permettront peut-être de faire des enfants sans hommes, mais ça, c'est encore autre chose. Il y a ça, mais les chiffres sont... J'ai signalé quand même que les chiffres sont très assertifs.
certain parce que quantité de gens passent en dehors du système officiel. D'accord. Donc déjà, on est dans un certain flou. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait... Alors, restons sur ce pourcentage de quelques centaines par an nés d'un don anonyme, qui existe. Ça fait plusieurs milliers de personnes, j'imagine, en France depuis 30 ans ou 40 ans. Marie-Hélène Verdier, vous avez, dans votre livre, vous parlez d'une association, enfin, vous avez rencontré des gens qui sont dans cette situation d'avoir été, justement... procréer de cette manière-là, ne le sachant pas jusqu'à très tard. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Oui, alors précis d'abord, je connais quelqu'un dont je ne veux pas parler qui m'a donné beaucoup d'indications sur ce que pouvait être le désir d'enfant chez une femme qui n'est, me semble-t-il, ni mariée ni paxée et qui aurait fait des assimilations artificielles. Et puis alors, ce dont je parle, c'est du couple Kermal-Vezin, qui est bien connu, donc de cette jeune femme qui apprend à 29 ans, au moment où ses parents divorcent, qu'elle est née d'un sperme anonyme, que donc le père avec lequel elle a vécu, permettez-moi de dire le père social et le père menteur, le père qu'elle a aimé, ça je ne mets pas en doute cela, ce père n'était pas son géniteur. Et elle raconte, et elle le dit dans une vidéo sur Internet, elle dit combien elle a été perturbée toute sa vie, enfin après l'âge de 29 ans, elle est allée sinon de psychiatres, mais de psychologues qui l'ont toujours renvoyée au fond à sa misère en disant vous n'acceptez pas ce que vous devez accepter. Elle a fait un procès à l'État, il faut le dire. Elle est allée jusqu'en cassation et elle a été déboutée au nom de ce principe qui est toujours en vigueur dans le droit de la paix des familles. Et donc elle a rejoint une association de donneurs d'enfants nés de dons anonymes et elle rencontrera son futur mari, qui lui aussi était né d'un donneur anonyme, mais en le sachant. Et tous les deux se sont mariés, mais elle raconte qu'elle a toujours vécu dans cette angoisse de rencontrer quelqu'un qu'elle épouserait. Mais elle aurait pu même avoir l'angoisse d'épouser son frère. Elle a cette angoisse, angoisse. Et alors son mari lui a permis lui-même a fait un test sur Internet, un test Alicer. Il a retrouvé son donneur. Et d'après ce que je comprends, j'ai relu sur Internet ce qu'elle disait. Il l'incitait, mais je ne veux pas parler pour lui. Il l'incitait au fond à faire les mêmes types d'expériences, enfin de tentatives pour connaître son donneur. Eh bien, un test salivaire. Et si, parce que par Internet, Monsieur Forchel pourra le dire, on peut retrouver maintenant très aisément son donneur, et Monsieur Kermal-Vezin a retrouvé son donneur qui lui a téléphoné. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai, un jour de Noël, en disant c'est moi, papa, ton père, enfin. Mais voilà. Parce que les banques du sperme gardent des listes, enfin les noms des gens, donc. Mais quand les sécos ont été faites, on ne connaissait pas quand même la possibilité d'avoir ce. Parce que les banques de sperme savent tout. N'était pas encore. Les banques de sperme savent tout. Les couples qui en demandent ne doivent avoir aucun lien avec le donneur. C'est-à-dire on considère ça comme le don d'un cœur, d'un rein, ou pas même du don de sang ou de moelle épinerie. Mais les sécos ont été construits par le professeur David sur le modèle du don du sang. Voilà. Alors que ça n'a rien à voir. En dehors du fait que, en dehors des métaphores, parce qu'on est dans un langage trompeur dans tout ça. Le sang, ça donne la vie. Le sang donne la vie, vecteur de vie. On dit d'ailleurs de sa parenté, bon sang ne peut mentir. Oui. Donc, le sang bleu, etc. Voilà. Donc, toutes les métaphores sur le sang renvoie à la vie. Or, le sperme n'a rien à voir avec le sang, puisque on n'enfante pas quelqu'un quand on lui donne son sang. Enfin, c'est d'une absurdité totale. Mais justement, il y a effectivement l'idée. Il y a eu des publicités récemment encore sur Internet, j'ai vu, en disant soyez généreux, les banques de sperme. Ah non, etc. c'est pire que ça. C'est devenez donneur de bonheur. Voilà, c'est ça. C'est même mieux, monsieur. On partage. Allez-y. C'est même mieux. C'était une vidéo
que Causeur n'a pas retrouvé, moi non plus, parce qu'on est tombé sur erreur 404, on n'a pas pu retrouver. Excusez-moi d'être un peu brutal, mais enfin je ne pense pas que vous soyez bégueule quand on lit ce que vous écrivez. Et c'était une braguette légèrement ouverte sur une braguette légèrement ouverte avec un petit don pour un si grand bonheur. Et puis cette vidéo a été retirée. Voilà. Oui, bien sûr. Alors justement, Dominique Folchet, où on parlait tout à l'heure des abus de cela, aux États-Unis en particulier, où il y a eu des procès, où il y a eu des serial donneurs, etc. Donc, mais il y en a aussi en Europe. Le recordman des serial donneurs pour l'instant est néerlandais et il réunit les 100 et quelques progéniture qu'il a eu en leur faisant une fête commune tous les ans et ainsi de suite. Mais là, c'est clair. C'est clair, oui, c'est clair, mais il les a identifiés. En tout et cas. c'est un donneur qui paye de sa personne puisqu'il pratique ce qu'on appelle les méthodes sauvages, c'est-à-dire il y va, j'allais dire manu militari, mais en fait avec ce que vous pensez, là où vous pensez. Bon. Et donc il y a ça. Alors il y a les donneurs qui passent par un laboratoire. Et ceux qui passent par un laboratoire, pour l'instant aux États-Unis, on ne sait pas du tout quel est le nom, puisqu'il n'y a pas de limite. On ne le sait pas non plus pour le Danemark, car quand même le grand fournisseur mondial de sperme s'appelle Cryos International, qui fournit du sperme prétendu de viking, mais ça c'est le marketing, avec choix. Donc là, on retrouve finalement, on retrouve en filigrane un peu toute la bien dialectique les nazis, les fantasmes raciaux, etc. C'est pour ça que je crois que nos pauvres députés qui vont certainement faire passer l'extension de l'AMP aux femmes seules. Faut pas oublier les femmes seules, elles sont bien plus importantes que les autres, parce que vous aurez de tout. Et je pense qu'ils se trompent parce que, humainement parlant, comment voulez-vous quand vous êtes une femme et que vous avez besoin de sperme, comment voulez-vous qu'on vous dise ça sera un sperme anonyme distribué par la banque Sécos officielle, avec verrouillage sur l'information de l'identité du donneur, ce qui en fait ne sera pas tenu, je le sais, et alors que vous avez le choix partout, et qu'il suffit de sortir votre carte bleue, vous tapez Cryos International, vous avez le site en français, vous avez à remplir un questionnaire à distance, quels yeux vous voulez, quelle taille, minimum 1m75, quel diplôme, quel type de physique, etc. Vous payez. Diplôme du père, enfin du géniteur, parce qu'on ne peut pas alors, vous avez, garantir le résultat chez l'enfant. On ne sait pas combien Cryos limite, à combien il limite, mais certains murmurent que quelques centaines d'enfants peuvent provenir du même donneur. Parce qu'il y a le donneur standard qui est le moins cher, et puis il y a le donneur unique, que vous pouvez payer très cher, jusqu'à 12 000 €. Et là, il ne donnera qu'une fois. Oui. Ensuite, vous n'avez pas bougé pour l'instant. Votre commande passe, vous la recevez par DHL, ce qui fait dire à quelques petits plaisantins, c'est plus les cigognes qu'apportent les enfants, mais DHL. Donc vous avez un emballage, ce sont des paillettes congelées bien emballées, c'est-à-dire qui restent cryogénisées. Vous avez un mode d'emploi et vous avez la pipette pour vous inséminer vous-même. Et ça passe à côté. Or, les derniers chiffres qu'on a de 2015-2016, il y aurait eu près de 400 naissances en France connues par Cryos International. Donc ça ne nécessite pas de loi ou quoi que ce soit, c'est même pas interdit, enfin c'est pas... C'est pour ça que je dis que cette loi est hors sujet, parce que c'est même plus un sujet. C'est même plus un sujet. Oui. Aux États-Unis, les lesbiennes se font ça entre copains. Monsieur, mais c'est que les lesbiennes ne désirent pas du tout, elles savent très bien, les lesbiennes et les femmes, elles savent très bien comment on fait, le problème n'est pas là. C'est qu'on veut modifier le code français, elles veulent être mariées, elles veulent qu'on modifie, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les deux femmes puissent être qu'elles puissent être marrantes et que ce soit reconnu. C'est ça le problème, parce que tout le monde sait bien depuis 20 ans comment on fait des enfants, et c'est Monsieur Testard qui dit que la meilleure manière de faire ses enfants, c'est la convivialité procréative. Vous demandez à votre voisin de palier, enfin, ou disons à votre cousin de le faire, et que c'est la chose la plus simple qui soit avec une sœur. Effectivement, et le problème n'est pas là.
problème, c'est que les femmes veulent être considérées à part entière comme mère 1, mère 2. Vous prenez aussi les comment on appelle ça, les ovocytes de la mère qui va donner ses ovocytes. L'autre va porter. Et puis alors, on va faire croire que c'est comme un couple hétérosexuel. Et alors, où il est le père? Et moi, je m'inscris vraiment avec passion quand vous dites que la loi va passer. J'espère de tout mon cœur que le peuple ou les gens vont réagir. Non, ce n'est pas normal de ne pas savoir qui est son père. Ce n'est pas normal de traiter l'être humain comme si c'était ça. Moi, je pense à moi, mais je n'aurais jamais accepté. De donner une double filiation féminine. Enfin, c'est de là. Vous avez vu les articles du Monde, les articles dans le Monde, là, il y a quelques jours, il y avait 4 pages où le problème de cette filiation, le problème de l'origine de quelqu'un se résumait à un problème politique. On se demandait qui allait voter. Mais enfin, on croit rêver. On est dans le pays des droits de l'homme, on est dans le pays en France au 21e siècle. C'est-à-dire que c'est une évolution vers une dissociation de plus en plus nette entre la loi naturelle et la loi... Qu'on ne doit pas accepter. Quelle loi naturelle? Le sperme, on en a besoin. Non, mais je veux dire, c'est la séparation de plus en plus entre le droit naturel qui, effectivement, nous désigne comme le résultat d'un couple hétérosexuel et puis une loi réécrite et réinventée qui... Mais enfin, c'est de la folie. Enfin, le droit n'a pas à être... Enfin, je crois qu'on est en train d'accepter, de trouver normal ce qui est un fantasme. Monsieur Fauchel parlait justement de Goethe. Enfin, c'est tous ces... Mais là, on va arriver après, effectivement, à la GPA et au transhumanisme, parce que c'est l'étape suivante. Je crois que c'est un point important. Tristan de Carnet, des éditions Teki. Non, très rapidement, mais en effet, ce qui est frappant, et c'est aussi pour ça qu'on parle de ce sujet, je crois, dans cette émission historique, c'est que c'est quelque chose qui vient de loin. On l'a souligné. Oui, c'est ça que j'aimerais montrer, qu'il y a une dynamique. Et on est dans une étape finalement, hein, et on sent qu'un certain nombre les lois sociétales se suivent de manière de plus en plus rapide d'ailleurs. À chaque fois, on nous dit que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y aura pas de GPA, que c'est pas bien la GPA. On a commencé à nous dire dans les médias, dans les gros médias, que si finalement la GPA c'était pas très grave. C'était assez surprenant hein, quand il y a eu toute cette publicité autour de Fogiel et de ces enfants qu'il a achetés aux États-Unis. C'était assez frappant parce qu'on était en train de parler de la PMA, on disait que la GPA c'était pas bien. Puis là, il y a quand même eu cette offensive médiatique nous disant non mais regardez, c'est pas si, même la GPA c'est pas si grave que ça. Donc là, on va nous passer la PMA et on va effectivement, je crois, vers ce transhumanisme dont on parle dans le livre Made in Labo et on parle de. Et là, on arrive à des choses. Oui. Mais Fogiel, qu'est-ce que c'est finalement? Et on parle d'un marché. C'est ce que je voulais souligner aussi. On parle d'argent en fait. On est en train de rendre. Excusez-moi, mais ça c'est juste important et c'est beaucoup une question d'argent, c'est-à-dire que des gens aient des désirs, c'est une chose, et ils les ont depuis l'Antiquité, depuis toujours. Enfin, ils trouvaient des moyens, ils ont toujours trouvé des moyens pour les résoudre. Alors c'était plus ou moins humain, physique, matériel, mais et là on va vers des choses qui sont industrialisées. Ce qui est frappant dans ces histoires, c'est que finalement le médecin va savoir avant le couple ce qui va se passer, ce qu'il faut faire, comment ça... Et donc vous avez déjà le médecin qui est extrêmement présent. Parce que Fogiel... Quand il n'est pas le donneur de spermatozoïdes. C'est le médecin qui a tiré la couverture. C'est ça. Le médecin. Oui. Et c'est pour ça qu'on a changé, à mon avis, PMA pour AMP. Dans PMA, que les gens préfèrent, on met en tête procréation. Dans AMP, on met en tête assistance médicale. Non, c'est parce que... Non, c'est la loi de 94 qui a fait ça. Oui, mais je me permets de dire, je crois, parce que l'insistance avec laquelle on me répondait là-dessus, c'est que, et il faut le dire, il faut que les auditeurs le sachent, pourquoi cette loi est-elle portée? C'est que... je ne sais pas ce qu'il faut faire, on ne pourra rien faire, mais au moins la vérité est dite. Au sein des couples hétéros, il y a une proportion qu'on ne peut pas bien vérifier, mais il y a la même proportion de femmes au sein de couples hétérosexuels infertiles qui acceptent cette chose absolument, c'est vrai, hallucinante, de recevoir le sperme de quelqu'un qui n'est pas son mari. Et le mari accepte qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Autrefois, le fonds de commerce des romans du 19e, c'était justement l'enfant de l'amour, l'enfant du secret, l'adultère, le secret de famille.
famille. Eh bien, le secret de famille, maintenant, pour les couples hétérosexuels, c'est l'enfant fait par tiers donneur. Et c'est au nom de cette possibilité qu'ont les femmes au sein des couples hétérosexuels que les lesbiennes et les femmes seules exige celle. Et je crois qu'on doit arrêter là. Parce que ça existera toujours. Il y aura la liberté, on ne va pas mettre un gendarme ou quelqu'un qui va surveiller dans la chambre conjugale, mais qu'au moins les gens le sachent. Et ce qui est frappant, c'est qu'on dit toujours la PMA sans père, etc., etc. On veut cacher la vérité. Il faut la dire. C'est au nom de cela. Et justement, vous parliez de Fogiel. Fogiel le sait très bien, puisque récemment, il vient de donner une interview à la revue Causeur, où il disait, il y a à peu près un mois, où il disait bien que nous étions, c'était par lesbophobie, que nous faisions de la discrimination pour les femmes lesbiennes, puisque les femmes hétérosexuelles recevaient également un tiers, enfin, avaient du sperme par un tiers donneur. Alors, voilà. Non, simplement sur Fogiel, c'est très simple leur affaire. C'est deux hommes qui ont fait un enfant, qui ont fait chacun un enfant à la même femme. J'imagine par des manières naturelles, enfin je sais pas, à moins qu'ils soient... Non, c'est des gestations les femmes à ce point-là. Non, c'est financier. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, vos chiffres ne sont pas tout à fait... Ils savent quelle est la fin. Les chiffres qu'ils donnent sont pas... Non, les chiffres que vous avez rapportés dans le livre, c'est uniquement, bien sûr, 15 000 pour la porteuse. Oui. Non, mais ils savent que c'est la... Ça lui a coûté 150 000. Non, mais ils savent qui est la mère. Ils ont loué une mère, quoi. Oui, alors là, il faut faire un certain nombre de distinctions. Chez les homosexuels, le refus de l'identité du donneur ou de la femme porteuse dépend énormément du fait qu'on est homosexuel homme ou du fait qu'on est lesbienne. Toutes les lesbiennes ne sont pas hostiles au fait que le tiers, mais qui est exclu de leur couple, leur couple constitue une espèce d'entité autarcique, j'allais dire, qui pourrait donner une forme d'autisme à deux, surtout dans la situation des commères que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, l'une fournit les ovocytes, on a du sperme d'un donneur extérieur, on fabrique des embryons en laboratoire, et la deuxième femme porte l'enfant. Et donc, on a, cette fois, deux mères. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse du jugement de Salomon. Vous vous rappelez ? Deux femmes réclament le même enfant. Salomon dit, si vous vous entendez pas, je coupe l'enfant en deux, vous aurez chacun une moitié. Et bien là, on réalise, en un sens, à rebours, le jugement de Salomon, l'enfant aura une moitié de mère. Mais est-ce une que mère génétique apporte quelque chose? Non, elle apporte mais elle apporte, attendez, il y a le rôle des mitochondries, oui, donc il y a le rôle de la formation, Rendez-vous compte que l'enfant perçoit, je dis pas entend, c'est pas de l'écoute, tout ce qui se passe autour de la mère, par exemple les inflexions linguistiques. Toutes les études actuelles sur l'embryologie nous montrent qu'il y a une préformation de l'enfant du fait qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais il va avoir l'ADN mitochondrial de alors, la porteuse. C'est ça qui est assez... Là, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce que les généticiens sérieux vous disent qu'il y a des dispositions qui sont génétiques, au sens, on dit de programme, mais en fait c'est pas une programmation, mais qui vont apparaître ou ne pas apparaître, ou apparaître d'une manière ou d'une autre, en fonction du milieu épigénétique dans lequel elles sont. C'est pour ça que c'est pas facile de dire, ça c'est génétique, ça c'est extérieur. C'est pas inné contre l'acquis. Ça, c'est une erreur que tout le monde colporte depuis Jean-Jacques Rousseau. Donc, il faut éviter ça. En fait, une bonne partie de ce dont nous sommes capables génétiquement, si vous voulez, alors là, c'est, j'allais dire presque mécanique, mais c'est pas un programme. C'est pas un programme comme un programme d'ordinateur, parce que selon les sollicitations extérieures, dont l'alimentation, dont la façon dont la femme va le vivre, etc., ça va influer sur les capacités qu'a l'embryon de se développer. C'est ce qu'on voit dans Aldous Huxley d'ailleurs. Et c'est ce qu'on voit, bien sûr. Tout à fait. Ils lui enlèvent de l'oxygène pour le rendre moins intelligent. Et comme me le dit un ami historien, en plaisantant, tous ces Américains qui ont recours à une mère porteuse d'origine mexicaine, faudra pas s'étonner que leurs enfants n'aiment que la guitare et la tortilla. Alors que la mère porteuse, finalement, on lui a simplement déposé un embryon. Parce que là, c'est pareil, c'est comme pour la PMA, il y a plusieurs sortes de mères porteuses.
Il y a la mère porteuse qui... Il y a eu la mère porteuse, ce qu'on appelle surrogate mother, la mère porteuse, c'est elle qui fournissait, disons, presque tout. Elle était inséminée avec du sperme, et mère, elle était la mère utérine, c'est une mère, et qu'on appelle la gestatrice. Depuis qu'on a la gestatrice, elle n'est plus mère, au sens génétique du terme, puisqu'elle porte un embryon conçu à partir de sperme et d'ovocytes étrangers. Voilà, donc c'est différent. Et donc elle n'est que gestatrice. Mais elle apporte quand même certains éléments. Elle apporte fatalement des éléments épigénétiques et même génétiques par les mitochondries peut-être, éventuellement. Par influence de ce qui permet à l'enfant de se développer. Oui, et ça, c'est impossible à mesurer. C'est un petit peu c'est le troisième ADN. C'est l'énergie de la cellule. C'est les centrales énergiques de la cellule. C'est pour ça qu'on les utilise d'ailleurs en histoire maintenant pour déterminer l'ADN et vérifier les filiations. Moi, je trouve que tout ça est très, très, très savant, mais je me dis que les auditeurs, là, nous sommes quand même à un point qui peut être de non-retour, et je trouve qu'il faut quand même se demander, poser la question, est-ce que vous voudriez, vous, être né de père anonyme? Est-ce que vous voudriez, vous, être né, vivre avec votre mère, peut-être, et la compagne de votre mère? Moi, c'est ça, je veux dire, est-ce qu'on est en droit, enfin, qu'un politique décide ainsi d'avoir la main mise sur notre destinée? Moi, je suis très très simplette de ce point de vue-là. J'ai eu un père, j'ai eu une mère, que je les ai aimés. Il se trouve que je les ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup les deux, mais je n'aurais jamais accepté qu'on me cache qui est mon père dans la mesure du possible. Mais non, mais je trouve, moi, c'est quelque chose de concret, parce que autour de moi, tout le monde tombe des nues. Parce que chacun, demandez à Madame Buzyn, demandez à Madame, comment elle s'appelle, celle qui a de belles anglaises là. Schiappa. Non, c'est pas Schiappa, c'est la garde des Sceaux. Je suppose qu'elle a un père. Belloubet, pardon. Je suppose qu'elle a un père. Je suppose que Madame Buzyn est très fière d'être fille d'eux. Je suppose que Monsieur Untel est très content d'être fils d'eux. Alors, c'est quoi? Il y a deux humanités. Il y a nous qui avons notre paternité, notre filiation. On a vu que de toute manière, dans la réalité, c'est possible et que ça se fait. Maintenant, est-ce que la loi doit entériner cela d'une manière... Je me permets de citer le livre de Marie-Hélène Verdier, page 83. Avez-vous remarqué la curiosité et la hâte qu'ont les familles à regarder, vérifier sur des photographies à qui ressemble un enfant qui vient de naître, à lui trouver qui les yeux, qui la bouche, bref, un trait commun avec tel ou tel ascendant, même lointain. La naissance doit avoir une filiation lisible pour le petit homme. Oui. Il y a des cas où c'est pas, il y a des cas de vie où les parents sont morts. Bon, on espère qu'on va trouver des solutions pour ces enfants, mais c'est quand même étonnant qu'on a imaginé des systèmes compliqués pour organiser la vie d'enfants qui ne connaîtront pas leurs parents. Mais je dirais, dans le cas de lesbienne, le mensonge est impossible dans la mesure où nécessairement le gamin va savoir qu'il n'est pas le fils des deux femmes. Donc il sait bien, on ne pourra pas lui faire croire qu'il a un père qui n'est pas son père. Mais il le recherchera, il le trouvera. Il le recherchera, mais il n'y aura pas le mensonge déjà. C'est déjà mieux finalement, d'une certaine manière. Pourquoi faire ça? Absolument. Le cas des lesbiennes est le moins embarrassant, si vous voulez. Le cas des GPA aussi. Monsieur Fogiel, il connaît la mère, les enfants, la fille, il y a deux filles. L'une est née du père, qui s'appelle Fogiel, comment il s'appelle, je ne sais plus, Jean-Marc. Il a une fille de la même mère porteuse. Il y a une mère porteuse et une mère gestatrice. C'est formidable. Et en parlant de la gestatrice, il dit la gestatrice, c'est formidable. Deux mères, il les a payées fort cher. C'est très clair. Moi, je trouve que la GPA est très clair. On sait qui est le père. Il se trouve que, oui, c'est vrai que personnellement, je trouve ça très très important. Le sperme donne la vie. On ne sait pas non plus quelle est la mère. Mais si. Pas nécessairement. Là, ils le savent parce qu'ils l'ont dit, mais parce qu'ils l'ont identifié, ils l'ont payé. Si ça se passe au fin fond de l'Inde, dans une usine à bébé, je pense pas qu'on le saura. Exactement. Mais en Inde, c'est inscrit. Les étrangers sont exclus maintenant. C'est réservé aux Indiens. Mais le Cambodge a pris le relais. Alors peut-être avant de... Peut-être, rappeler à ce stade,
l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui. Voilà. L'enfant a le droit de connaître, dans la mesure du possible, ses parents et d'être élevé par eux. C'est-à-dire que, en effet, quand il n'y a pas de mensonge, c'est mieux. Mais il n'y a pas seulement la dimension du mensonge, il y a aussi est-ce qu'on donne le droit de connaître le donneur. La loi jusqu'à présent l'interdisait, puisqu'en effet on se calquait sur d'autres dons d'organes. Il y a une forte poussée là pour que le donneur soit connu, grâce à l'association Origine des Kermal-Velzen, mais c'est quelque chose, une demande qui quand même se fait jour. Qui existe dans d'autres pays. Voilà, crois, avec un inconvénient majeur par rapport au marché des gamètes, c'est qu'à partir du moment où le donneur est connu ou connaissable, il y a moins de donneurs. Curieusement. Alors, et donc, ça dépend des pays. Ça crée des problématiques. En Allemagne, ça a supprimé les donneurs depuis qu'on a dit c'est impair. Au Danemark, ça n'a rien changé. Et dans certains pays, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas les mêmes donneurs qu'avant. C'est-à-dire, l'étudiant fauché ne donne plus, le SDF ne donne plus, mais d'autres vont donner, quelquefois par esprit militant. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça devient un business comme aux États-Unis, vous avez des banques spécialisées en gays, en lesbiennes, en caucasiens, en noirs, etc. Surtout pour éviter les mélanges. Donc là, le modèle français n'est pas le bon. Il faut regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est devenu un business organisé. Pour l'identité, il n'y a aucune illusion à se faire. Il n'y aura aucun barrage possible. Pourquoi ? À cause du numérique. N'importe quel hacker va violer un de ces jours la banque du Sécos. Et tout le monde saura. Et puis, comme chacun va être peu à peu porteur de son certificat d'identité génétique, puisque la Finlande et d'autres pays sont déjà en train de mettre sur carte toute leur population, l'Inde fait pareil, et ça remplace les papiers d'identité en Inde. Donc ça va nous tomber dessus dans 5 ans, 10 ans. C'est déjà fait, hein, d'ailleurs. Non, mais on n'a pas encore notre code génétique sur notre carte d'identité. Voilà, mais dès qu'on l'aura, voilà. Mais enfin... C'est l'enfance de l'art. Mais oui. Tout informaticien sérieux vous dit, à partir de 2 données qu'on peut croiser, on retrouve tout le monde. Oui. Donc l'anonymat dans les hôpitaux, c'est terminé. C'est même pas la peine d'y penser. Et puis, encore une fois, il y a les hackers. Ils ont violé le Pentagone, ils violeront bien le Sécos. Donc, c'est une affaire, pour moi, c'est plus un sujet. C'est même pas la peine de se battre là-dessus. Alors, il y a aussi la question... parce qu'il y a quand même, concrètement, vous savez, nous sommes, enfin, vous particulièrement, vous êtes un grand intellectuel, tandis que les Français sont attachés à leur vie et voient avec bon sens. On aime quelqu'un, on l'aime pas, on se marie, on a des enfants. Et ça, c'est un problème. Le problème, quand même, concret de la loi qui est proposée, qui va être proposée. Oui, mais ça va aussi. Alors, si on a même... une transparence absolue, il va y avoir aussi le problème de l'adultère. Parce que mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Un grand nombre d'enfants qui sont comme un grand Oui, mais nombre, ça a toujours été. Oui, sauf qu'on ne savait pas. Non, mais maintenant... Mais attendez. Non, parce que normalement, un enfant, disons les choses. C'est pour ça que je disais qu'il s'agissait pas de laver plus blanc, comme on dit. Un enfant, regardez tous les romans du 19e, de Balzac en particulier, mais le secret de famille est remplacé par le don anonyme. Mais il n'y aura pas de secret aujourd'hui, puisqu'on aura sur sa carte d'identité son code génétique. Donc si ça ne correspond pas à celui du jet du père, ça veut dire qu'il y aura c'est pas encore levé l'anonymat. Non, mais je ne parle pas d'anonymat, je parle au sein d'une famille normale. Si la mère est d'adultère et est infidèle, l'enfant va le savoir immédiatement puisque son... Non, parce que si on fait une loi qui impose non. Pardonnez-moi, mais vous êtes en retard sur la définition. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un petit prélèvement de salive ou de cheveux, même pas 50. Vous l'envoyez, vous payez par carte bleue et vous recevez dans quelques jours après que non, ça correspond pas ou ça correspond. Donc c'est déjà le cas. Donc il n'y a pas besoin de loi pour interdire ça, vous le faites par correspondance. Et je pense que la loi va peut-être effectivement un jour imposer cette transparence. Donc du coup... et c'est dans le projet, c'est-à-dire on est en pleine contradiction. Parce que vous parliez de l'adultère à l'ancienne, là, moi j'ai pas la même position que vous sur cette affaire. Vous dites, et ça c'est toujours été vrai, on fait un enfant dans le dos. Moi je dis, aujourd'hui, avec les dons extérieurs, on fait un enfant de face. Parce que la mère est consentante, le mari est consentant. C'est l'enfant qui est... C'est l'enfant qui est floué. Oui, mais j'ai pas dit... Il n'y a que l'enfant qui est... Permenteur. Alors, c'est pas un adultère, c'est pas la même chose qu'un adultère. Non, c'est un arrangement. Voilà, c'est un arrangement. Qui pouvait d'ailleurs exister au 19e siècle aussi, parfois. Oui, pour avoir un héritier, on pouvait demander au cocher, éventuellement. Vous voyez, c'est que quelqu'un qui a été le tiers, c'est une personne identifiée. Tandis que là, ce sont les gamètes.
C'est pas la même chose. Comment personne n'est identifié quand il y a un amant qui a fait... Oui, non, mais la mère connaît l'amant déjà. On sait, en tout cas, l'enfant saura, même s'il n'arrive pas à retrouver ce père réel, son géniteur, qui sera en même temps son père dans son fantasme, en tout cas, parce que un père n'est pas que ce qui résulte de la biologie. Hein. Il y a tout le psychisme de l'enfant qui est concerné. Et il saura que c'était un homme en chair et en os, et non pas un élément qui s'appelle paillette. Le statut du donneur n'est pas le même que celui de l'amant d'autrefois. Parce qu'il a été séparé, il est devenu un producteur. Et on a séparé l'acte naturel, si on peut dire. Voilà, à part la masturbation qui reste le point commun. Mais on l'a séparé. Et je pense que si tout ce qui se passe et va se passer était en germe, c'est dès 1978, parce que à partir du moment où on sépare le corps physique de ce qui permet l'engendrement, ceci se fait à partir du moment où on peut prélever. Et par conséquent, c'est un problème de corps et de chair, c'est-à-dire la chair subjective, le vécu, ne se fait plus parce qu'il n'y a plus d'acte corporel qui s'appelle union charnelle et qui est le lieu de la fécondation. Le transfert au laboratoire, en fait, a éliminé potentiellement ce qu'on appelle les hommes et les femmes, puisqu'il ne reste plus que des gamètes mâles et femelles. C'est pour ça que je pense qu'on arrive vers le je vous rejoins sur ce point. On arrive aujourd'hui à ce qui est cette infime minorité de minorités, c'est-à-dire en fait les féministes radicales américaines, pour ne pas les citer, les queers, comme on dit, qui signifie en jargon américain poubelle, qui est finalement l'idée qu'il ne doit plus y avoir de sexe, mais que du genre. Et donc, fondamentalement, c'était déjà, en 1978, le fait de la séparation des gamètes. Il y a du mâle et du femelle, on ne peut pas s'en passer, bien que certaines disent on pourra s'en passer, on y reviendra, mais en tout cas, on élimine les catégories hommes et femmes. Puisqu'un homme et une femme, c'est un mâle, plus l'éducation qui fait de lui un homme, sa formation, et une femme, c'est certes une femelle, mais bien plus qu'une femelle. Et c'est ce qui fait qu'elle devient une femme. Simone de Beauvoir a eu tort de dire on ne naît pas femme, on le devient. Elle aurait dû dire on est femelle et on devient femme. Et ça, c'était de l'Aristote, c'était pas du Simone de Beauvoir. Donc, enfin, femme au sens de construction. La construction d'une culturelle, mais qui peut varier selon modèle, et qui varie, bien entendu, selon les. L'idée de transsexualité, moi, je toujours, c'est un petit garçon qui aime jouer à la poupée, c'est pas une fille, c'est un garçon qui aime jouer à la poupée. Oui, sauf qu'à marginaux, mais là on est dans la bouteille à l'encre parce que ça, on va pas rentrer dans ce domaine-là. On va pas rentrer dans ce domaine-là parce que c'est encore autre chose, on a une émission spéciale. On va s'aérer, enfin pas s'aérer parce que là on est en plein, on est très très haut dans les sphères intellectuelles. On va désurchauffer le cerveau. On va téléphoner à François Dubreuil qu'il nous parle de son roman qui serait un excellent roman à lire sur la plage, à la montagne, au bord de la mer, en croisière, je sais pas, un peu partout. Voilà, La Couronne. Alors, voilà. Allô ? Oui. François Dubreuil. Vous m'entendez ? Bon, vous pouvez mettre des casques ici parce que si vous voulez intervenir. Donc je suis dans le studio avec votre éditeur qui me surveille, bonjour François. Tristan Carnet, pour parler de votre livre qui a eu déjà un grand succès puisqu'il est sorti il y a quelques mois. Il a eu le Grand Prix catholique de littérature, enfin une mention au Grand Prix catholique de littérature. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de Da Vinci Code catho ou bien pensant ou je sais pas Alors pourquoi pas pour retourner assez ironiquement le propos du Da Vinci Code qui était quand même très opposé à l'Église. Oui, ça me plairait bien qu'on puisse dire que c'est un Da Vinci Code à l'envers en tout cas. Parce que moi dans ce livre j'avais à cœur de montrer au contraire tout ce qu'il pouvait y avoir eu de positif dans l'enracinement de la foi pour les personnes qui se sont battues pour elle et en son nom,
à l'époque de la Révolution française et puis ensuite pendant les périodes des 2 guerres mondiales. D'accord. Alors je résume rapidement. Votre livre, c'est écrit roman historique, mais je dirais plutôt roman uchronique, puisque vous inventez une histoire parallèle dans laquelle la couronne d'épines du Christ, donc qui a été rapportée, achetée par Saint Louis au Moyen Âge et déposée à la Sainte-Chapelle, ensuite au moment de la Révolution va aller à Saint-Denis. Vous imaginez qu'elle a été subtilisée par de purs royalistes pour qu'elle ne soit pas détruite et qu'elle aurait eu aussi, ensuite une aventure, 2 siècles d'aventure en Vendée, dans différentes régions, alors qu'en fait, dans la réalité, la couronne d'épines, pour ce qu'on en sait en tout cas, a été déposée au garde-meubles pendant la Révolution et restituée à l'Église par Napoléon. Donc vous faites une histoire parallèle, mais qui est passionnante. Oui, alors ça me plaisait beaucoup en fait de pouvoir combiner l'histoire authentique de la couronne pour une certaine partie, toute la partie antérieure à la Révolution française, avec une uchronie ou une dystopie, effectivement, qui commence à la période de la Terreur, parce que je trouvais l'histoire de cette relique tellement fabuleuse dans ses pérégrinations entre la Terre Sainte, Constantinople, Paris, pour me dire que ça méritait de lui imaginer un destin un petit peu plus romanesque dans la période contemporaine, plutôt que cette sage étude qu'elle a depuis la Révolution au sein du trésor de Notre-Dame. Oui, c'est vrai. Alors, quiétude qui a été quand même un peu bouleversée il y a quelques semaines, puisqu'on a failli la perdre. On a failli la perdre, oui, exactement. Alors, ce qui est aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler, un témoignage de plus de la protection providentielle qui s'applique sur cette relique, parce qu'elle ait pu traverser à la fois les drames de la Terre Sainte dans les premiers siècles du christianisme, à l'époque des guerres juives contre les Romains. Parce que vous ne mettez pas en doute ça en authenticité. Pas du tout. Alors moi qui suis un afro-sceptique... Je ne mets pas en doute, je sais qu'il y a eu, alors l'Église elle-même l'a mise en doute lors de la restitution par Bonaparte, et il y a eu un très long processus d'authentification de la relique lors de la restitution de la relique, qui a duré plusieurs mois, pendant lesquels l'Église s'est astreinte à conserver la relique sans ostension publique, et ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'elle a conclu que la relique qui lui avait été restituée était bien celle qui avait été vénérée avant la Révolution. Oui, mais ça ne signifie pas que Saint-Louis ait acheté la véritable couronne du Christ. Effectivement, ça ne signifie pas. Mais bon, de toute manière, ce qui est important, c'est, je dirais, la force des prières et des milliers, des centaines de générations qui ont prié, qui se sont confiées à une relique. Je pense que c'est ça qui donne finalement sa force et son authenticité d'une manière, elle s'imprègne en quelque sorte un peu. C'est d'ailleurs, pardon, j'interviens, un des intérêts du roman, c'est que on a dit que c'était un Da Vinci Code catholique, mais on apprend surtout dans ce roman ce que c'est vraiment une relique. Voilà. On comprend ce que c'est vraiment une relique et ce que ça apporte en effet. Ça, c'est c'est un peu comme une icône. Une icône, c'est un objet, mais sur lequel, je dirais, se transfuse autre chose. Quelque chose de spirituel. Voilà. Et je pense qu'une relique authentique ou pas, peu importe, je pense que c'est pas ça l'important, c'est toute cette prière, toute cette force de foi et de croyance que des générations de Français ont pu lui apporter. La foi de Saint-Louis déjà, qui était extraordinaire. Enfin, tout ça c'est important. Oui. Comme les lieux sacrés, je pense qu'au même titre. Ils s'imprègnent en quelque sorte d'une Exactement. Je ne veux pas dire une énergie parce que c'est des termes à la mode un peu débiles, mais en tout cas d'une force ou d'une et puis ils constituent des ponts entre notre monde à nous et cet univers invisible qui est le domaine de la foi. On a besoin aussi de choses pour croire, même si bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, bon c'est vrai qu'on a besoin aussi de toucher, de voir, et c'est important. Bon, je vais vous abandonner parce qu'on va retourner dans les... Juste une petite précision de l'éditeur, pardon. La grande aventure, une grande saga, donc un roman très distrayant, et également
bien qu'on soit en dystopie, donc un fond historique très très bien rendu, depuis la Révolution française jusqu'au XXe siècle. C'est un choix délibéré, c'est-à-dire que je voulais bien sûr avoir une trame dystopique dans les pérégrinations de cette couronne, mais je ne voulais absolument pas m'écarter de la réalité des faits concernant le déroulement historique. Donc mes personnages suivent des faits authentiques, croisent des personnages qui ont réellement existé, et rien de ce que je cite n'est invraisemblable. Alors François Dubreuil, vous êtes médecin aussi, entre parenthèses, et très rapidement, on est en train de parler de PMA, de GPA, de manipulation génétique, etc. Et vous me disiez je vous ai téléphoné tout à l'heure, vous me disiez, pour moi c'est pas une question médicale. Alors est-ce que vous pourriez, parce que c'est un point sur lequel on est un peu d'accord ici, je crois. Est-ce que vous pourriez expliciter ça? On peut tout à fait s'inscrire dans une vision, alors on pourrait dire une vision bernanosienne de la place de la technique, parce que je pense que la médecine est mise au service et dévoyée, ou mise au service de choix qui ne sont pas de son ressort. C'est-à-dire que ce n'est pas la médecine qui décide de faire de la PMA ou qui décide de faire de la GPA, c'est la société qui lui demande de le faire. Et elle le fait. Il y aura toujours des médecins pour répondre techniquement à cette demande technique. Exactement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va tous lire La Couronne en tremblant de savoir ce qui lui arrive à la fin. Je crois qu'il y a Jean-Paul II qui apparaît à un moment. Oui. Voilà. Bon, à bientôt alors. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc on revient dans le studio avec Dominique Folchet, philosophe, et Marie-Thérèse Verdier, poète. Marie-Thérèse. Marie-Hélène, c'est vrai que les gens peuvent pas. C'est le côté historien. Oh, Marie-Hélène, c'est très bien aussi. Donc, Hélène c'est celle qui aurait quand même ramené un morceau de vraie croix. Exactement, la mère de et qui a fait construire quand même des basiliques, même si elle était fille de c'est elle aussi qui a déclenché la guerre de Troie. Enfin, c'est une autre. C'est une autre. Donc, j'aimerais qu'on parle maintenant du transhumanisme, parce que là, finalement, dans cette dynamique qui partait de la PMA et en passant par la GPA, on arrive finalement, vous le dites, Dominique Folchet, dans votre bouquin, voilà, vous avez un livre qui s'appelle Le transhumanisme, c'est quoi? Qui est un petit bouquin, qui est peut-être plus facile à lire d'ailleurs, parce que c'est un petit manuel qui concerne uniquement la dimension transhumaniste, qui est écrite avec 2 collègues. Alors, vous disiez que la PMA était un cheval de Troie, parce qu'on dissociait l'acte physique naturel, je dirais, de la procréation, et ça c'est déjà un premier pas vers ce qui sera le transhumanisme, puisque l'idée c'est, jusqu'à maintenant, et même la GPA, c'est quand même l'idée, c'est de donner des enfants comme les autres, des enfants normaux, je dirais, des enfants classiques. Le transhumanisme, c'est autre chose, c'est qu'on veut créer un homme nouveau. Mais avec du sperme qu'on prend ailleurs. Pas nécessairement, non, ça c'est autre chose. Là, dans le transhumanisme, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Mais on n'en est pas là. Si, on en est là. Alors, je n'y crois pas un seul instant. Les projets transhumanistes sont l'arnaque du siècle, à mon avis. Mais on ne sera pas immortel, on ne sera pas amortel, ça n'aura pas lieu. Dieu merci. L'idée même qu'on puisse faire des surhommes en manipulant le génome, ça ne marchera pas. Et pour ça, il y a des romans d'anticipation qui sont excellemment faits. En revanche, dans transhumanisme, il y a humanisme. Et donc, le premier impact, et le seul vrai impact d'ailleurs pour l'instant, c'est qu'au nom d'un transhumain, qui à mon avis ne sera jamais produit, sauf par des délirants, donc, etc., mais jamais en réalité, c'est au nom de ce projet fumeux que l'on va modifier l'humanisme actuel, et donc changer l'éthique. C'est une arme contre l'éthique, puisque c'est une transéthique qu'on nous propose pour faire advenir le transhumain. Si vous regardez une des dernières séries qui vient de paraître sur Canal+, qui est anglaise, qui s'appelle Third and Third, où c'est une anticipation dans les années 20 et quelques, vous voyez une jeune gamine révoltée comme toutes les adolescentes, même âge, hein, et à qui ses parents disent, mais enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te droguer, tu veux ceci, cela? Non, je veux être une transhumaine.
C'est déjà passé dans les têtes. Et la séquence à laquelle nous assistons aux États-Unis ou au Danemark, en ce qui concerne les banques qui font du business d'AMP, c'est déjà ça. C'est-à-dire, on a mis le doigt, pas dans le pot de confiture, dans le choix pour et contre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la sélection que permet le diagnostic pré-implantatoire, qui va se généraliser, et il est en projet dans la loi actuelle. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas que l'AMP pour toutes. C'est aussi le diagnostic pré-implantatoire, comme en Angleterre. Donc ça permet déjà le génisme négatif, c'est-à-dire le tri des embryons suspects. Pas seulement des embryons atteints, il ne faut pas se leurrer, mais toute suspicion fait qu'on élimine. C'est la loi des suspects, si vous voulez parler comme à la Révolution. Mais comme on voit déjà dans les laboratoires qu'il y a ces projets de choix, et que l'argent a suivi, c'est-à-dire vous ne payez pas le même prix des ovocytes de top modèle diplômés de Harvard, ça peut atteindre 30 000 à 40 000 $, ou du sperme de SDF du coin. Ça n'a rien à voir. Donc il y a dans l'imaginaire des gens un désir à l'œuvre qui est « je veux du plus, je veux du mieux ». Et Peter James a écrit un roman d'anticipation en livre de poche qui n'est pas un très, très beau roman au point de vue romanesque, et qui s'appelle « Des enfants trop parfaits ». Et là, je conseille aux lecteurs de lire. Il y a pas quelque chose de légitime, par exemple, pour soigner certaines maladies génétiques comme la trisomie, par exemple. On peut imaginer que même le professeur Lejeune imaginait qu'on pouvait un jour faire un traitement génétique. Là, par exemple, l'idée en cancérologie moderne, c'est d'extraire un certain nombre d'agents qui sont capables de lutter contre les tumeurs, de les sortir du corps, de les renforcer par des procédés techniques de multiplication et autres, et puis de les réinjecter, etc. Apprendre à mourir aux cellules du cancer, qui sont les seules cellules immortelles que nous possédions, c'est également une bonne chose. On n'est pas du tout dans la thérapie génique telle qu'on la croyait possible demain, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on disait c'est pour demain. Je sais pas, on prend un embryon et puis on lui enlève le gène de la trisomie, par exemple. Je sais pas, ou lui rajoute un... Le problème, c'est que pour l'instant, on règle le cas de la trisomie à 96% au moins en éliminant les trisomiques. Ce qui est une façon radicale de procéder, c'est l'ancienne technique eugénique, on élimine. Bon. Mais alors en ce qui concerne les modifications, on a un certain nombre d'expériences, dont la dernière s'est faite en Chine, dans laquelle on a modifié avec le CRISPR-Cas9, qui est le nouvel outil de manipulation génétique en attendant les suivants. Les ciseaux génétiques. Les ciseaux génétiques ou le Tipex génétique, on a modifié deux jumelles. Voilà, on découpe pour les rendre, semble-t-il, inaccessibles au virus du sida. Mais vous voyez que là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire on est dans la libye thérapeutique. Pour l'instant, tous ces essais se font en disant on va soigner. Or en fait, on ne soigne pas, on manipule. Et ce qui est tout à fait différent. Plus que les gènes sont, enfin, un caractère n'est pas sur un seul gène. Mais voilà, l'information est systémique, c'est-à-dire vous touchez un gène et vous savez pas trop ce que ça va donner. On ignore la moitié de notre patrimoine génétique en réalité. On ignore ce qu'on appelle les gènes sauteurs et ainsi de suite. Donc en fait, on travaille un petit peu comme des gens très rustiques. Mais enfin, est-ce qu'on a déjà aujourd'hui des choses impensables, des chimères, des choses comme ça? En Chine, oui. Là, on ne sait pas ce qu'il a. En Chine, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y aurait quelqu'un qui aurait fait un mix, mais on ne sait pas, puisqu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas. On ne sait pas, mais dans les laboratoires du monde entier, on est certain que jusqu'à un certain stade de développement, on a fabriqué des chimères. C'est-à-dire des êtres humains qui ont des hybrides, des qualités... Des cochons humanisés, des humains cochonisés. Oui. Enfin, ça ne déplaira pas aux gens de MeToo qui considèrent que tous les mâles sont des cochons, donc ça retire rien ni n'ajoute rien à leur personnalité. D'ailleurs, derrière tout ça, il y a une espèce de puritanisme aussi. Mais être comme un cochon, c'est pas vraiment être un cochon. Exactement. Non, mais il y a un certain... Que dans cette histoire, on est assez injuste avec le cochon. Il y a un certain refus du corps Alors justement, moi je crois que c'est ça. Il y a une contradiction monumentale de nos sociétés qui est en pleine vague écolo-compatible. Alors que tout ça, c'est le contraire. Ah oui. On fait des essais d'hommes, on n'a pas de retour sur expérience, parce que c'est impossible de savoir ce que ces petites jumelles vont devenir à terme. C'est-à-dire, là où tout le monde a protesté contre l'expérience du chinois,
Du coup, on l'a retiré de la circulation parce que les Chinois se sont dit, il fait une contre-production, enfin, c'est contre-productif pour nous. Comment voulez-vous savoir ce que ça donnera dans 20, 30 ans, 50 ans et dans sa descendance, cette manipulation? Donc, on n'est pas dans l'expérimentation clinique. C'est faux. Une expérimentation clinique, les gens doivent s'en sortir indemnes, même si les laboratoires ont fait des tas d'horreurs, en Afrique en particulier. Donc, on ne peut pas faire des essais d'humains comme ça, qui sont irréversibles. Ces petites filles n'ont pas de vie B, n'ont pas de vie de rechange si ça tourne mal. Alors, les Chinois font par ailleurs des essais curatifs de manipulation sur des cancers terminales, où ils mourront pas tout de suite, où ils mourront de toute façon. Mais les petites filles, c'est autre chose. Ce paradoxe incroyable qui est, on est en pleine vague écologique. Oui, c'est ça, c'est qu'à la fois l'écologie nous dit... Voilà, et vous avez les femmes refusent maintenant, un certain nombre de femmes refusent des accouchements forcés. C'est-à-dire, je viens d'avoir une voisine et amie qui l'a refusé. Et les médecins ont été bien obligés de dire, bon d'accord, on fait pas la césarienne, ça nous arrange pas, mais on attend. Ensuite... on peut refuser effectivement l'anesthésie locale. Beaucoup de femmes aujourd'hui se remettent à allaiter. Aux Pays-Bas, vous avez la plupart des femmes qui ne sont pas primipares, qui accouchent chez elles, et ainsi de suite. Donc il y a un grand mouvement, surtout chez les jeunes. Et voilà que ce mouvement n'a pas touché ce champ-là. Pourquoi ? Mystère. Au contraire. Non, il n'y a aucune écologie dans tout ça. Les écolos sont favorables à la PMA, à la Non, GPA. pas José Bové. Pas José Bové, mais je veux dire, les écolos... Jacques Testard. Non. Pas les écolos qui réfléchissent vraiment. Oui, enfin, je veux dire, les écolos politiques... mais les écolos politiques ne sont pas des écolos. Bien sûr, il y a une écologie, maintenant, comment on appelle ça politique, c'est l'écologie politique. L'écologie intégrale, voilà, c'est ça. La deep ecology, voilà. Oui. Mais qui est ambigu aussi, parce qu'il y a des gens qui sont pas comme ça. Les plus sérieux se disent écologues et non pas écologistes. C'est un des moyens de les discerner. C'est aussi un des avatars de cette création d'un homme nouveau, d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire qu'il faut détruire les solutions à la fin. Vous dites bien qu'il y aura, l'Amérique deviendra un terrain idéal pour les procès que vont faire les enfants. Moi, je reviens à un terrain. C'est comme ça que ça finira. Oui, bien sûr. Ah oui, alors comment je pense qu'on est plus libre et que c'est très agréable de faire un peu de la science-fiction. On va où alors la Cour suprême va y avoir tout simplement des... Oui, si on lutte, oui. Il y aura une réaction. Voilà. On va pas avoir des hommes girafes avec côté de... La réaction est commencée aux États-Unis. Il y a des clubs de gens qui redécouvrent leur origine cachée, que ce soit par adultère ou que ce soit par n'importe quel moyen, et qui font des clubs d'entraide parce que ils témoignent du fait que c'est un choc monumental. Bien sûr. Tout d'un coup. Et là, il y a un auteur allemand, Habermas, qui l'a très bien compris. Il y a quelque chose qui ne va pas quand son origine n'est pas confiée soit au hasard, soit à la nature, soit à Dieu, c'est-à-dire en tout cas à ce qui n'a pas été l'objet du choix de tiers. Dès que notre origine a été l'objet de choix d'autrui, sans qu'on y soit pour rien, Hans Jonas, un autre philosophe, dit quelque chose de très juste, de se sentir en obligation et non pas en droit à l'égard de nos enfants est le seul moyen qui légitime que l'on puisse faire exister des êtres semblables à nous sans leur avoir demandé leur avis. Or, on a contraint des formes d'origine et effectivement, je dis souvent, l'enfant PMA, c'est le muet du sérail. Parce que je compare tout ça à un sérail. En réalité, l'image, c'est quoi ? Vous avez un harem de femmes. On parle de l'AMP pour toutes. Vous avez l'eunuque de service, le médecin, qui n'est pas le père, mais qui injecte. Qui est parfois le père. Qui peut être le père. Et c'est pour ça que les sécos ont été créés, il ne faut pas l'oublier, avant 73. Et qui, en plus, manipule les femmes, non pas dans la partie érotique, si j'ose dire, de leur appareil génital, mais dans la partie fécondante. Et un certain nombre de femmes témoignent qu'elles ont eu un sentiment de viol. Et du point de vue psychique, c'est pas évident d'être traitée comme une pondeuse. Puis ensuite comme une porteuse. Donc, continuons. Et puis vous avez le muet du sérail, c'est l'enfant, qui dit rien. Et tout ça, c'est au profit, excusez-moi du jeu de mots lacanien, du grand turc. Mais turc, ça se dit en allemand, Gestel, truc. Le grand truc, c'est la technique. La technique, non pas comme instrument,
mais la technique comme ce qui instrumentalise. Et là, nous sommes dedans, c'est-à-dire les médecins, en fait, apportent leurs compétences, leur technicité à un travail qui est en fait celui fondamentalement du biologiste qui a déjà fait ça sur les animaux. On est tout simplement en AMP dans le transfert à l'homme de ce qui se fait chez les éleveurs. C'est pas compliqué, il faut pas chercher plus loin. Pincus, on l'oublie, on le célèbre comme l'inventeur de la pilule abortive, mais en même temps, c'est celui qui étudiait la possibilité sur les lapins et sur les souris de faire un certain nombre de choses. Ce sont les mêmes laboratoires qui fournissent les produits anticonceptionnels et qui fournissent les produits d'hyperovulation. Donc, la technique est partout. Les femmes sont entièrement, si j'ose dire, les femmes sont entièrement techniquées. Et n'oubliez pas que dans techniquer, il y a niquer. Oui. Hein, non mais il y a l'idée de toujours voilà, ce désir, utiliser le désir pour faire du profit finalement, ce qui est le fondement de notre société. Et le désir d'enfant. Voilà, il ne nous reste plus qu'une minute. On est dans le consumérisme, voilà, on est dans le productivisme, dans le consumérisme. Pour avoir un enfant. Et dans un monde anti-généalogique parce que en fait, ce qu'on veut éradiquer, c'est ça, c'est la généalogie. Juste une petite citation historique dans le livre de Marie-Hélène Verdier, qu'elle dit « Notre société baigne dans... elle part de retour au temps barbare d'avant Clovis ». Le fait que de revenir dans un système où le père est éradiqué, on revient en fait dans les systèmes de filiation d'avant le christianisme, à certains égards. Donc La Fabrique d'orphelins, Marie-Hélène Verdier, aux éditions Teki, et Made in Labo, il ne faut pas parler anglais ici normalement, Made in Labo. Madin Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme au cerf, Dominique Folched, avec un petit bonhomme qui fait très peur sur la couverture. Voilà. Et que les auditeurs aient vraiment du bon sens et luttent quand il le faut. Voilà, merci. Alors à la prochaine fois, dans 4 semaines. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme, émission préenregistrée le 22 juin 2019, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 23 juin de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.